Certaines inventions ne disparaissent pas parce qu'elles ont échoué. Elles disparaissent parce qu'elles sont allées trop loin, trop vite, et qu'elles ont menacé les personnes qui n'étaient jamais censées perdre le contrôle. À travers les décennies et les continents, un schéma étrange ne cesse de se répéter. Une percée apparaît. Une démonstration choque les témoins. L'intérêt grandit. Puis les financements s'évaporent. Les prototypes disparaissent. Les archives deviennent incomplètes. Et l'inventeur se retrouve entouré de silence. Alors, qu'est-il réellement arrivé aux technologies qui auraient pu tout changer? Et si ne serait-ce qu'une seule d'entre elles était réelle, à quoi ressemblerait le monde aujourd'hui? Pour commencer, nous devons aborder l'un des cas les plus controversés de tous. L'homme qui prétendait avoir construit une voiture capable de rouler à l'eau. Top 1. La pile à combustible à eau. En 1998, dans une banlieue tranquille de l'Ohio, l'inventeur Stanley Meyer est sorti d'un restaurant en plein déjeuner, s'est effondré sur le parking et, selon des témoins, a prononcé une phrase glaçante avant de mourir. « Ils m'ont empoisonné ». Quelques minutes plus tôt, il discutait de l'invention qui l'avait rendu célèbre et dangereux aux yeux de beaucoup de ceux qui suivaient son histoire. Meyer affirmait avoir créé une pile à combustible à eau, un dispositif capable d'alimenter une voiture non pas avec de l'essence, mais avec de l'eau. C'était une idée si radicale que, si elle s'était avérée vraie, elle aurait réécrit toute l'économie énergétique mondiale. Stanley Meyer n'était pas présenté comme un rêveur lambda, avec une théorie farfelue. Il détenait des brevets, organisait des démonstrations publiques et suscitait l'intérêt d'investisseurs en capital risque ainsi que d'observateurs liés aux services de renseignement. Son buggy modifié était censé séparer l'eau en hydrogène et en oxygène, grâce à un processus qu'il décrivait comme une dissociation électrolytique. Pourtant, il insistait sur le fait que sa version nécessitait si peu d'électricité qu'elle semblait défier les limites thermodynamiques acceptées. En d'autres termes, la machine semblait fonctionner d'une manière qui n'aurait pas dû être possible. Des images montraient le véhicule circulant sur les autoroutes alors que de la vapeur s'échappait du pot d'échappement. Et Meyer le décrivait, selon les rapports, comme l'avenir. Le département de l'énergie n'a jamais officiellement validé l'appareil, mais l'attention des médias a cru, des scientifiques de l'OTAN s'y seraient intéressés, et des acheteurs étrangers auraient tenté d'acquérir la technologie purement et simplement. Meyer a refusé. Puis vint l'effondrement, le verdict de décès par anévrisme cérébral et l'ombre prolongée qui s'ensuivit. Aucune toxine n'a été trouvée. Aucune enquête plus approfondie n'a été menée. Le prototype a disparu. Les brevets ont fini par expirer et l'atelier a été vidé. Des tentatives ultérieures pour reproduire la conception se sont heurtées à un mur de contradictions. Des chercheurs ont trouvé des incohérences dans les schémas, comme si des détails essentiels avaient été supprimés ou modifiés. Certains ont conclu que l'apport d'énergie ne pouvait tout simplement pas correspondre à la production revendiquée par Meyer. D'autres ont souligné son utilisation inhabituelle de transformateurs, de circuits à impulsion de fréquence et de réglage de résonance, suggérant qu'il avait peut-être découvert une configuration hautement instable qui n'a jamais été pleinement documentée. À ce jour, la pile à combustible à eau originale est portée disparue, et les ingénieurs qui tentent de la recréer font toujours état d'équipements défaillants, de systèmes court-circuités et d'impasses. La question demeure donc, Stanley Meyer a-t-il construit une machine qui aurait pu rendre le pétrole obsolète, ou a-t-il laissé derrière lui juste assez de preuves pour que le monde se demande ce qui a été retiré de la table avant que quiconque ne puisse le prouver? Top 2. Le rappel des voitures électriques. En 1996, General Motors a lancé l'EV1 sous haute sécurité et avec un niveau d'optimisme qui semble aujourd'hui presque surréaliste. Elle n'était pas commercialisée comme un concept d'un futur lointain, mais comme un véritable véhicule mis directement entre les mains de conducteurs en Californie
et en Arizona. Élégante, silencieuse et étonnamment avancée pour son époque, le V1 est devenu la première voiture électrique produite en série de l'ère moderne. Les personnes qui l'ont conduite ont décrit l'expérience comme fluide et presque irréelle, comme si la voiture planait plutôt que de se déplacer. Elle offrait une autonomie d'environ 160 km, 100 miles, un freinage régénératif et zéro émission. Des infrastructures de recharge ont été construites. Des budgets marketing ont été dépensés. Et malgré les limites de la technologie des batteries dans les années 1990, la réponse des conducteurs a été profondément enthousiaste. Il y avait des listes d'attente. Les gens en voulaient plus. Pendant un bref instant, il a semblé que l'avenir était arrivé en avance. Et puis, sans le type de défaillance technique fatale qui expliquerait normalement un tel effondrement, le programme a commencé à péricliter. En 1999, des rumeurs se sont propagées selon lesquelles GM ne croyait plus en l'EV1. Un détail est devenu de plus en plus troublant avec le recul. Aucun client n'a jamais été autorisé à acheter la voiture purement et simplement. Chaque EV1 était loué, jamais vendu. Cela signifiait que chaque véhicule restait sous contrôle corporatif. En 2002, GM a commencé à les récupérer un par un, même auprès de conducteurs qui aimaient la voiture, et proposait de payer le prix fort du marché pour la garder. Certains ont résisté. Certains ont supplié. Cela n'a rien changé. Les véhicules ont été repris, transportés vers un terrain clos dans le désert de l'Arizona, et la plupart ont finalement été broyés. Aucun rappel technique n'a exposé de défauts catastrophiques. Aucune révélation publique n'a montré que la voiture avait échoué dans le monde réel. Le raisonnement officiel invoquait les frais d'entretien, les limites des batteries et la faible demande des consommateurs. Mais cette explication n'a jamais totalement correspondu à la passion de ceux qui l'avaient réellement conduite. Des révélations ultérieures ont donné à l'histoire une tournure plus sombre. Selon les sources, GM et d'autres constructeurs automobiles, aux côtés de représentants de l'industrie pétrolière, ont discrètement poussé la Californie à affaiblir son mandat sur les véhicules à émissions zéro, la réglementation même qui avait forcé le V1 à exister en premier lieu. Les préoccupations internes se seraient concentrées sur quelque chose de plus vaste qu'une simple voiture. Un véhicule électrique menaçait les ventes d'essence, les revenus de services des concessionnaires, les chaînes d'approvisionnement en pièces détachées et tout un écosystème bâti autour de moteurs à combustion nécessitant beaucoup d'entretien. Les voitures électriques nécessitaient moins de vidange, moins de réparations et moins de pièces de rechange. En d'autres termes, elles offraient trop peu d'occasions de profit après la vente. Quelques EV1 ont survécu dans des musées, mais dépouillées de leur transmission, rendues inoffensives, figées comme des monuments d'une route non empruntée. Des années plus tard, d'anciens ingénieurs décriraient l'annulation non pas comme un échec, mais comme une exécution. Alors, qu'est-ce qui a réellement disparu dans le désert ce jour-là? Une première voiture électrique imparfaite, ou la preuve que le futur était déjà arrivé et qu'il a été repris parce que les mauvaises personnes allaient en bénéficier? Top 3. La tour électrique de Tesla. En 1901, sur une étendue de terre battue par les vents à Shoreham, New York, une structure imposante a commencé à s'élever, contrairement à tout ce que le monde avait jamais vu. Elle n'a pas été construite pour la communication au sens traditionnel, ni pour la défense, ni pour l'industrie telle que les gens la comprenaient à l'époque. En son centre se tenait Nikola Tesla, un homme dont les idées semblaient souvent arriver des décennies avant que le monde ne soit prêt à les comprendre. Sa vision était audacieuse, au point d'en être incroyable. Un système capable de transmettre l'énergie électrique sans fil à travers toute la planète. Pas de fils, pas d'infrastructure telle que nous la connaissons, pas de contrôle centralisé, juste de l'énergie, distribuée par l'air lui-même. La tour de Wardenclyffe n'était pas un fantasme dessiné sur papier. C'était une construction réelle, financée initialement par J.P. Morgan,
et fondé sur les succès antérieurs de Tesla en matière de transmission radio à longue distance. Mais ce projet visait quelque chose de bien plus ambitieux. Tesla pensait que la Terre elle-même pouvait agir comme un conducteur, que l'énergie électrique pouvait être envoyée par sa résonance naturelle et reçue n'importe où avec l'équipement approprié. La conception de la tour reflétait cette théorie. Un dôme massif en cuivre, des systèmes de mise à la terre profonds et des bobines haute tension réglées sur ce que Tesla décrivait comme des fréquences planétaires. En cas de succès, elle aurait créé un réseau mondial d'énergie gratuite et sans fil. Un système où la puissance ne pourrait pas être mesurée, contrôlée ou vendue au sens traditionnel. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Lorsque Tesla a révélé la véritable portée de son projet, pas seulement la communication, mais l'énergie gratuite sans compteur. JP Morgan aurait retiré son soutien. La question qui lui est attribuée a résonné à travers l'histoire depuis lors. Où mettons-nous le compteur? Sans moyen de mesurer la consommation, il n'y avait pas de voie claire vers le profit. Le financement a disparu. La construction a ralenti, puis s'est arrêtée complètement en 1905. En 1917, la tour a été démantelée, officiellement en raison de problèmes financiers et d'incertitudes techniques, mais le calendrier et les circonstances ont laissé de nombreuses questions sans réponse. Les notes de Tesla de cette période ont disparu plus tard. Certaines auraient été saisies, d'autres dispersées ou perdues. Les ingénieurs qui ont tenté de recréer des aspects de la conception décrivent d'étranges incohérences, des systèmes qui devraient se comporter de manière prévisible, mais ne le font pas, des résonances qui s'évanouissent sans explication. Tesla lui-même a laissé entendre que le système nécessitait plus que de la machinerie, suggérant un alignement délicat avec des conditions électromagnétiques naturelles qui ne sont peut-être plus reproductibles. Si la tour de Wardenclyffe avait réussi, toute la structure de l'énergie mondiale aurait pu être réécrite avant même d'être pleinement formée. Pas de réseau, pas de dépendance aux combustibles fossiles, pas de contrôle centralisé de l'énergie. Au lieu de cela, la tour a été démolie, et avec elle, peut-être la seule tentative fonctionnelle d'un monde alimenté sans limite. La question demeure donc. Le projet a-t-il été abandonné parce qu'il ne pouvait pas fonctionner ou parce qu'il fonctionnait d'une manière qu'aucun système existant ne pourrait supporter? Top 4. L'ampoule éternelle. Dans une petite caserne de pompiers à Livermore, en Californie, une seule ampoule brille presque continuellement depuis 1901. Elle pend tranquillement au plafond, diffusant une douce lumière ambrée qui a survécu aux guerres mondiales, aux révolutions technologiques et à des générations d'appareils modernes qui ont lâché bien avant leur temps. Connue sous le nom d'ampoule du centenaire, elle n'est pas cachée, ni théorique, ni une rumeur. Elle existe, elle fonctionne, et elle soulève une question bien plus troublante qu'elle n'en a l'air au premier abord. Si nous avons su un jour comment construire quelque chose capable de durer plus d'un siècle, pourquoi avons-nous arrêté? L'ampoule a été fabriquée par la Shelby Electric Company à la fin du XIXe siècle, en utilisant des techniques et des matériaux qui ne sont plus standards aujourd'hui. Son filament, fait de carbone plutôt que du tungstène moderne, brûle avec une intensité moindre, mais avec une durabilité extraordinaire. Elle n'a jamais été conçue pour des cycles de remplacement planifiés, ni fabriquée pour tomber en panne après un nombre d'heures prévisible. Et elle n'était pas la seule. Au début des années 1900, on savait que des ampoules similaires duraient des décennies, certaines brillant apparemment pendant plus de 60 ans dans des usines et des environnements industriels. La technologie pour un éclairage durable existait clairement. Mais quelque chose a changé. Ce changement est survenu en 1924, avec la formation du cartel Phoebus, une alliance entre les principaux fabricants d'ampoules, notamment General Electric, Philips et Osram. Leur objectif n'était pas d'améliorer la longévité, mais de la contrôler. Des documents internes ont révélé plus tard un accord coordonné pour limiter la durée de vie des ampoules
à environ 1000 heures. Les ingénieurs qui produisaient des conceptions plus durables s'exposaient à des sanctions. Les matériaux et les méthodes de construction ont été délibérément modifiés. Le résultat fut l'un des exemples les plus précoces et les plus influents d'obsolescence programmée. Un système où les produits sont intentionnellement conçus pour tomber en panne, afin que les consommateurs doivent en racheter sans cesse. Les profits ont augmenté et, au fil du temps, le souvenir d'alternatives plus durables s'est effacé de la conscience publique. Les tentatives pour recréer la durabilité de ces premières ampoules ont rencontré une résistance inattendue. Les processus de fabrication originaux ne sont que partiellement documentés et, bien que les matériaux eux-mêmes ne soient pas rares, ils ne s'alignent pas sur les systèmes de production modernes basés sur la vitesse, l'échelle et la consommation continue. L'ampoule du centenaire brûle toujours, défiant tranquillement tout ce que nous en sommes venus à accepter sur la façon dont les produits sont censés se comporter. Elle est même devenue un symbole, surveillé par des gens du monde entier via un flux vidéo en direct. Un rappel que la longévité était autrefois possible et peut-être délibérément abandonnée. La question n'est donc plus de savoir si nous pouvons construire des choses pour durer, mais si nous y sommes autorisés. Et si quelque chose d'aussi simple qu'une ampoule a été repensé pour échouer, qu'est-ce qui a été discrètement changé d'autre autour de nous pour la même raison? Top 5. Le purificateur d'air de l'Est. Au début des années 1990, dans les zones industrielles déclinantes de l'Europe de l'Est post-soviétique, un groupe d'anciens ingénieurs militaires a présenté un dispositif qui, s'il avait été pris au sérieux, aurait pu changer la façon dont l'humanité traite l'air lui-même. Cachée à la périphérie d'une ville en Pologne, cette machine ne semblait pas révolutionnaire au premier coup d'œil. Elle était petite, cubique et totalement silencieuse. Mais ce qu'elle promettait était extraordinaire. Elle pouvait purifier l'air d'une pièce entière en quelques minutes, éliminant non seulement la poussière ou la fumée, mais aussi les produits chimiques industriels toxiques, les virus aéroportés et les polluants microscopiques jusqu'à un niveau presque atomique. Le système fonctionnait grâce à une combinaison de filtration par plasma froid et d'un champ électrostatique qui modifiait la charge des particules dans l'air. Mais contrairement aux filtres traditionnels, qui piègent les contaminants, cet appareil les brisait apparemment au niveau moléculaire. Il ne stockait pas la pollution, il la détruisait. Il n'y avait aucun filtre à remplacer, presque aucune énergie requise et aucune émission secondaire rejetée dans l'environnement. Lors de démonstrations contrôlées, les résultats étaient difficiles à ignorer. Des testeurs indépendants ont observé l'appareil éliminer le formaldéhyde et le benzène d'environnements scellés en quelques minutes. Dans des espaces industriels plus vastes, il a réduit la pollution au PM2,5 de plus de 98% en 1 heure. Ce n'étaient pas des améliorations marginales. C'étaient des résultats qui suggéraient un changement complet dans le fonctionnement de la purification de l'air. Les premières réactions furent extrêmement positives. Des représentants gouvernementaux et des organisations environnementales auraient immédiatement vu le potentiel. L'un d'eux l'a décrit comme l'une des technologies environnementales les plus disruptives de son temps. Mais en quelques semaines, tout a changé. Le projet a été soudainement arrêté. Les explications officielles évoquaient des problèmes bureaucratiques, des complications de brevets et des certifications manquantes. En coulisses, cependant, les ingénieurs rapportèrent quelque chose de très différent. Leur développeur principal a été arrêté et interrogé pendant un transit. Des cargaisons d'unités nouvellement construites ont disparu. Les accords de financement ont été révoqués sans justification claire. Les laboratoires qui avaient collaboré au projet ont reçu l'ordre de cesser toute implication. En 1994, l'entreprise était dissoute et l'équipe s'était dispersée à travers l'Europe. Des années plus tard, une source anonyme a affirmé qu'un groupe industriel lié à de grands fabricants de CVC et à des intérêts de l'industrie chimique avait pris le contrôle des actions restantes
et avait purement et simplement enterré la technologie. Aucun prototype fonctionnel n'est plus accessible au public. Les tentatives de recréer l'appareil à partir de documents survivants ont échoué. Des composants clés, notamment liés à la chambre de plasma et aux harmoniques de fréquence, étant manquants ou incomplets. Certains dossiers suggéraient même que la technologie avait des applications médicales potentielles, notamment la stérilisation de l'air des hôpitaux et la prévention de la propagation de maladies aéroportées, des possibilités qui n'ont jamais été explorées. Dans un monde qui lutte encore contre la pollution, les maladies respiratoires et l'effondrement environnemental, l'absence d'un tel dispositif ressemble moins à une coïncidence qu'à une lacune délibérée. Dès lors, la question devient inévitable. Si nous avons eu un jour la capacité de nettoyer complètement l'air, qui a décidé que nous devions continuer à respirer ce que nous respirons aujourd'hui? Top 6. Le moteur à énergie du vide. En 1983, dans une banlieue tranquille de Toronto, un ingénieur indépendant nommé Troy Urtubise a affirmé avoir construit quelque chose qui ne devrait pas exister. Une machine capable de fonctionner indéfiniment sans carburant, sans électricité et sans aucune source d'énergie conventionnelle. L'appareil lui-même était petit, pas plus grand qu'une boîte à chaussures, construit à partir de bobines de cuivre, d'aimants et de plaques de titane. Une fois activé, il produisait un bourdonnement sourd et régulier et commençait à faire tourner un volant d'inertie connecté de lui-même. Selon son créateur, ce n'était pas un tour de passe-passe, ni de l'énergie stockée libérée lentement, mais un système autonome puisant sa puissance dans une source que la physique traditionnelle n'avait jamais pleinement exploitée. Urtubise l'appelait le moteur Angel Light, un nom qui reflétait sa conviction qu'il exploitait des forces naturelles non encore comprises par la science conventionnelle. Il l'a construit en utilisant des matériaux non conventionnels, y compris des composants récupérés dans des surplus militaires et du matériel médical mis au rebut. Pour la plupart des observateurs, cela semblait rudimentaire, presque improvisé. Mais lorsque des journalistes et des ingénieurs ont été invités à voir l'appareil en fonctionnement, ils ont rapporté quelque chose de profondément troublant. Le moteur démarrait, et il ne s'arrêtait pas. Il semblait générer suffisamment de couple pour alimenter des systèmes mécaniques en continu, sans aucun apport externe. L'explication qu'il proposait était aussi controversée que l'appareil lui-même. Urtubise affirmait que le moteur fonctionnait grâce à une chambre d'inversion de vide, où des champs magnétiques opposés créaient un différentiel de pression constant, imitant efficacement l'énergie du vide dont l'existence est théorisée dans l'espace profond. En termes simples, c'était une machine qui semblait tirer de l'énergie de rien et en restituer plus qu'elle n'en consommait. Si cela était vrai, cela aurait renversé l'un des principes les plus fondamentaux de la physique. L'énergie ne peut être créée à partir de rien. Et pourtant, ceux qui l'ont vu ont eu du mal à expliquer ce dont ils avaient été témoins. Peu de temps après ces démonstrations, la situation a basculé. Urtubise a rapporté avoir reçu la visite d'individus non identifiés qui l'ont interrogé sur son travail, ses matériaux et ses intentions. Puis, seulement une semaine plus tard, son atelier a été réduit en cendres dans ce qui a été officiellement classé comme un incendie électrique. Ce détail a immédiatement soulevé des doutes, car le bâtiment n'était pas relié à un réseau électrique actif à l'époque. L'incendie a tout détruit. Aucune trace physique du moteur n'a subsisté. Il a tenté de le reconstruire, mais a décrit des interférences croissantes, des cargaisons manquantes et des actes de vandalisme répétés. Finalement, il s'est totalement retiré des discussions publiques sur le moteur. Des années plus tard, sa vie s'achèverait dans un accident de voiture seul en cause, ajoutant une couche d'incertitude supplémentaire à une histoire déjà controversée. Les sceptiques ont rejeté l'invention comme impossible, tandis que d'autres ont souligné la cohérence des témoignages et la séquence suspecte d'événements entourant sa disparition. Sans prototype survivant, il n'y a eu aucune analyse formelle, aucune preuve définitive, seulement une question persistante.
Si le moteur à vide fonctionnait vraiment, même partiellement, qu'est-ce que cela signifierait pour chaque système bâti sur l'idée d'une énergie limitée? Et si un tel système a existé un jour, pourquoi a-t-il été effacé avant d'avoir pu être compris? Top 7. La batterie infinie. En 1973, un ingénieur en aérospatiale à la retraite nommé Karl Kordesch a révélé une source d'énergie qui, sur le papier et lors des premières démonstrations, aurait dû transformer la façon dont le monde stocke et utilise l'énergie. Il ne s'agissait pas d'une amélioration mineure ou d'une batterie légèrement meilleure. C'était une conception capable de fonctionner en continu pendant des décennies, jusqu'à 50 ans, sans nécessité de remplacement ou même de recharge traditionnelle. Développée à l'origine pour des systèmes de communication militaire et des applications satellitaires, la batterie combinait la chimie alcaline avec un système de piles à combustible à hydrogène en circuit fermé, lui permettant de se régénérer pendant son fonctionnement. Kordesch n'était pas un étranger avançant des affirmations sans fondement. Il avait déjà contribué au développement des premières batteries alcalines et avait travaillé sur des technologies de piles à combustible liées à d'importants efforts aérospatiaux. Sa conception s'appuyait sur cette base, fusionnant stabilité et régénération d'une manière qui éliminait la faiblesse fondamentale des batteries conventionnelles, la dégradation progressive au fil du temps. Contrairement aux systèmes lithium-ion, qui perdent de leur capacité et nécessitent des matériaux gourmands en ressources, son approche reposait sur des éléments communs et un minimum de pièces mobiles. Elle pouvait fonctionner dans des conditions extrêmes, maintenir un courant continu même au repos et potentiellement alimenter des appareils pendant des décennies sans interruption. Lorsque l'invention a été présentée à l'industrie et aux régulateurs, la réponse a été loin de l'enthousiasme auquel on pourrait s'attendre. Les réunions auraient suivi un schéma familier. Un intérêt initial suivi d'un silence radio. Un représentant d'une grande entreprise d'électronique aurait fait une déclaration qui résume l'attention au cœur de l'histoire. Si cette batterie dure plus longtemps que nos produits, comment restons-nous en activité? Aucun accord de licence à grande échelle n'a été signé. Aucun contrat de développement majeur n'a suivi. Malgré son potentiel à remodeler l'électronique grand public, les transports et même les systèmes spatiaux, le projet a discrètement disparu de la scène publique. Les tentatives pour faire avancer la technologie ont fait face à des obstacles répétés. Les efforts en matière de brevets ont stagné sous prétexte d'une applicabilité industrielle limitée. Les investisseurs ont hésité, non pas parce que l'idée manquait de promesses, mais parce qu'elle perturbait les modèles commerciaux existants basés sur des cycles de remplacement réguliers. Au début des années 1980, une initiative privée pour relancer la batterie s'est effondrée en quelques mois. Les prototypes restants ont ensuite été confisqués lors d'un examen réglementaire et n'ont jamais été restitués. Au fil du temps, la conception a sombré dans l'oubli, préservée uniquement dans des fragments de documentation et les souvenirs de ceux qui l'avaient croisée. Aujourd'hui, presque tous les appareils modernes dépendent de batteries qui se dégradent, nécessitent des charges fréquentes et finissent par devoir être remplacées. Ce cycle génère des quantités massives de déchets électroniques et renforce un système où la défaillance est attendue et rentable. Mais et si ce cycle n'avait jamais été nécessaire? Et si une solution énergétique stable et durable avait déjà été créée, puis mise de côté parce que la permanence même entrait en conflit avec le fonctionnement d'industries entières? Si la batterie parfaite a existé un jour, la vraie question n'est pas de savoir pourquoi elle a disparu, mais pourquoi elle n'a pas pu être autorisée à rester. Top 8. Le moteur à entraînement magnétique. À la fin des années 1970, un physicien nommé Howard Johnson a présenté une idée que beaucoup ont immédiatement qualifiée d'impossible. Un moteur capable de maintenir le mouvement indéfiniment en utilisant uniquement la force des aimants permanents. Pas de carburant, pas de combustion, pas d'apport électrique une fois le système en mouvement. Juste une interaction soigneusement agencée de champs magnétiques produisant une rotation continue. En 1980,
Malgré un scepticisme généralisé, le Bureau des brevets des États-Unis lui a accordé un brevet pour cette conception. Un moteur à aimant permanent qui, du moins sur le papier, semblait remettre en question l'une des hypothèses les plus fondamentales de la physique. Le concept de Johnson reposait sur un agencement précis d'aimants permanents, incurvés, placés le long d'un stator, interagissant avec des aimants correspondants sur un rotor. Alors que ces champs magnétiques se repoussaient et s'attiraient dans une séquence soigneusement contrôlée, ils créaient une force en cascade qui maintenait le rotor en mouvement. Les observateurs qui ont assisté à des démonstrations ont décrit un système qui ne se comportait comme aucune machine conventionnelle. Il ne semblait pas consommer d'énergie de la manière dont les moteurs le font habituellement, et pourtant, il continuait de bouger. Johnson insistait sur le fait que le moteur ne créait pas d'énergie, mais libérait de l'énergie déjà stockée dans les champs magnétiques, une interprétation que de nombreux scientifiques ont rejetée catégoriquement. La réaction de la communauté scientifique fut prompte et largement dédaigneuse. Les grandes revues ont refusé de publier ces travaux. Des chercheurs qui ont tenté de reproduire la conception ont signalé d'étranges incohérences. Des champs magnétiques se comportant de manière imprévisible, une perte soudaine de magnétisation ou des systèmes qui refusaient simplement de fonctionner comme prévu. Certains soutenaient que le moteur nécessitait un niveau de précision extrême ou des matériaux spécifiques qui n'étaient pas facilement disponibles. D'autres maintenaient que le concept entier violait la deuxième loi de la thermodynamique et ne pouvait donc être valide en aucune circonstance. À mesure que l'intérêt pour l'invention grandissait, Johnson aurait fait face à une pression croissante. Des contestations juridiques ont émergé concernant la portée de son brevet. Des entreprises qui avaient initialement exprimé leur intérêt pour l'octroi d'une licence pour la technologie se sont brusquement retirées. Il y a même eu des affirmations selon lesquelles des offres avaient été faites pour acheter et enterrer discrètement le brevet. Johnson a refusé. Mais sans financement durable, sa position est devenue de plus en plus fragile. À la fin des années 1980, il manquait de ressources, sa santé commençait à décliner et ses apparitions publiques se faisaient rares. Dans l'une de ses dernières déclarations, il a remarqué que personne n'avait besoin de réfuter son travail. Il leur suffisait de lui survivre. Il est décédé en 2008, laissant derrière lui une conception qui n'a jamais été développée à l'échelle commerciale. Aujourd'hui, l'idée d'un moteur magnétique capable d'un mouvement continu reste controversée, souvent rejetée comme une pseudoscience malgré l'existence de registres de brevets officiels. Mais la question persiste à l'arrière-plan de chaque discussion. Si ne serait-ce qu'une fraction des affirmations de Johnson était correcte, qu'est-ce que cela signifierait pour chaque système fondé sur une consommation d'énergie contrôlée? Et si une telle machine a failli devenir une réalité, a-t-elle échoué parce qu'elle enfreignait les lois de la physique ou parce qu'elle menaçait quelque chose de bien plus protégé, la structure même du profit? Top 9. Le convertisseur de déchets en carburant. En 2003, à l'intérieur d'un entrepôt à la périphérie de São Paulo, au Brésil, une petite équipe d'ingénieurs a dévoilé une machine qui semblait résoudre deux des problèmes les plus urgents au monde en même temps, la pénurie d'énergie et l'accumulation des déchets. De la taille d'un conteneur d'expédition environ, leur appareil pouvait prendre les ordures ménagères, les plastiques, les restes de nourriture et même les déchets urbains mixtes et les convertir en un carburant propre et utilisable. Pas de fumée, pas d'émissions toxiques, pas de pollution visible. Juste des déchets à l'entrée, de l'essence à la sortie. Le système fonctionnait via un processus avancé lié à la dépolymérisation thermique, amélioré par des catalyseurs exclusifs et des chambres à haute pression. Contrairement à l'incinération basique ou à la pyrolyse standard, cette approche décomposait les matériaux au niveau moléculaire et réassemblait les chaînes de carbone en carburant, avec des rendements rapportés dépassant les 80%. Lors des démonstrations, les résultats étaient frappants. Un test a alimenté un générateur diesel pendant 48 heures, en utilisant un carburant entièrement dérivé de déchets mixtes.
Un autre a produit un liquide qui respectait ou dépassait les normes réglementaires en matière de carburant. La technologie ne fonctionnait pas seulement en théorie, elle fonctionnait en pratique, sous observation contrôlée. Le projet, connu sous le nom de Project Gaia, a rapidement attiré l'attention des autorités locales, des groupes environnementaux et des médias nationaux. Pendant un bref instant, cela a semblé être une percée qui pourrait redéfinir la manière dont les sociétés gèrent à la fois les déchets et la production d'énergie. Mais cet instant n'a pas duré. Quelques semaines après avoir acquis une visibilité publique, l'installation a été perquisitionnée par les autorités. L'explication officielle invoquait des violations de licences environnementales et des préoccupations réglementaires. Le matériel a été saisi pour inspection. Les permis ont été suspendus. Pourtant, aucune accusation n'a été portée et aucune justification détaillée n'a été fournie. Après le raid, le projet a effectivement disparu. Les ingénieurs qui en étaient à l'origine se sont retirés de la scène publique. Les tentatives pour retrouver le prototype confisqué ont mené à des documents caviardés et à des impasses. Des divulgations ultérieures ont fait allusion à des communications internes entre des agences gouvernementales et des entreprises énergétiques privées, avertissant que de tels systèmes de conversion de carburant pourraient perturber les infrastructures existantes et les modèles de raffinage traditionnels. La question de savoir si ces préoccupations étaient techniques, économiques ou toute autre chose n'a jamais été clarifiée. Aujourd'hui, les décharges continuent de s'étendre, la pollution plastique s'intensifie et la demande énergétique augmente dans le monde entier. Pourtant, peu se souviennent d'une machine qui semblait autrefois répondre à tous ces problèmes à la fois. Les sceptiques soutiennent que le passage à l'échelle d'un tel système aurait pu révéler des défauts cachés ou des conséquences imprévues. Mais la disparition soudaine d'un prototype fonctionnel, combinée au silence qui a suivi, laisse une question ouverte qui n'a jamais été pleinement résolue. Si les déchets pouvaient réellement être transformés en carburant propre à grande échelle, le monde n'était-il pas prêt pour cette transformation? Ou était-elle simplement trop disruptive pour être autorisée? Top 10. Le scanner de prédiction des maladies. En 2009, dans un modeste laboratoire de recherche à Genève, une équipe d'ingénieurs biomédicaux a mis au point un dispositif qui remettait en question l'une des limites les plus fondamentales de la médecine moderne: la capacité à détecter une maladie avant qu'elle ne soit pleinement formée. La machine, de la taille d'une boîte à chaussures environ, ne reposait pas sur des analyses de sang, des scanners d'imagerie ou des procédures invasives. Au lieu de cela, elle analysait le champ électromagnétique du corps, cartographiant des schémas subtils de bioréfréquence et les comparant à une base de données de signatures de maladies connues. L'équipe l'a appelé le neuroscope et, lors des premiers essais, sa précision était difficile à ignorer. Dans des environnements de tests contrôlés, l'appareil aurait identifié des tumeurs malignes des semaines et dans certains cas des mois, avant qu'elles ne deviennent visibles par l'imagerie conventionnelle. Il détectait des troubles neurologiques précoces, tels que la maladie de Parkinson et d'Alzheimer, en suivant d'infimes changements dans la résonance neuronale. Il signalait même des affections chroniques chez des individus qui n'avaient pas encore été formellement diagnostiqués, suggérant un niveau de capacité prédictive qui pourrait fondamentalement remodeler le fonctionnement des soins de santé. Le concept lui-même n'était pas entièrement nouveau, car certains chercheurs spéculaient depuis longtemps que le corps humain émet des signaux électromagnétiques mesurables liés à la santé interne. Mais le neuroscope semblait être le premier système capable d'interpréter ces signaux avec précision, en utilisant des capteurs avancés et une analyse par apprentissage automatique. L'intérêt a commencé à grandir discrètement. Des hôpitaux dans certaines parties de l'Europe auraient demandé des unités pilotes. Des organisations internationales de santé ont pris note. Mais parallèlement à cet intérêt est apparue une question qui a peut-être tout changé. Selon les sources, un dirigeant de l'industrie pharmaceutique
après avoir assisté à une démonstration, a posé une question simple mais révélatrice. Si cela fonctionne, pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de dépistage de routine? Peu de temps après, le projet a rencontré des obstacles soudains et graves. Les licences de recherche ont été suspendues sous prétexte d'irrégularité dans les données. Des serveurs ont été saisis. Les accords de fabrication ont été résiliés. L'ingénieur principal a été expulsé pour des problèmes de visa. Les explications publiques évoquaient des inquiétudes quant à la fiabilité médicale, mais aucune preuve définitive n'a été publiée pour discréditer les résultats. En quelques semaines, le neuroscope a disparu de la vue du public. Les droits sur sa technologie sous-jacente ont été acquis par une entité écran et sont restés inactifs depuis lors. Des tentatives de chercheurs indépendants pour reconstruire le système à partir de données partielles ont échoué, des composants critiques étant manquants ou intentionnellement occultés. Certains pensent qu'une version fonctionnelle pourrait encore exister, utilisée discrètement dans des environnements médicaux restreints. D'autres pensent qu'il a été entièrement démantelé parce qu'il représentait une menace directe pour l'un des secteurs les plus rentables des soins de santé. Le diagnostic. Dans un monde où les maladies sont souvent détectées seulement après avoir progressé, l'idée d'identifier une maladie avant l'apparition des symptômes changerait tout. Des délais de traitement aux modèles économiques entiers bâtis autour des soins de longue durée. La question finale devient alors impossible à ignorer. Si une machine capable de voir la maladie avant qu'elle ne commence à exister un jour, a-t-elle été retirée parce qu'elle a échoué ou parce qu'elle fonctionnait trop bien pour un système qui n'a jamais été conçu pour prévenir les maladies en premier lieu? Ces inventions, dispersées à travers le temps et les continents, ne ressemblent plus à des histoires isolées. Lorsque vous les placez côte à côte, un schéma commence à émerger. Un schéma où des percées apparaissent, font leurs preuves, puis disparaissent discrètement avant de pouvoir remodeler le monde. Non pas parce qu'elles ont échoué, mais à cause de ce qu'elles menaçaient. Un système bâti non seulement sur l'innovation, mais sur le contrôle, sur le profit, et sur qui peut décider à quoi ressemble l'avenir. Alors maintenant, la question est à vous d'y répondre. Ces technologies étaient-elles vraiment impossibles, ou étaient-elles simplement trop puissantes pour être autorisées dans la vie de tous les jours? Et si ne serait-ce qu'une seule d'entre elles était réelle, qu'est-ce qui a déjà été créé d'autre et discrètement effacé avant même que vous n'ayez la chance de le voir? Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne, car parfois, les découvertes les plus importantes ne sont pas celles que nous célébrons, mais celles dont nous n'étions jamais censés nous souvenir.